La vie de Benvenuto Cellini, écrite par lui-même. J'avais un frère de 2 ans plus jeune que moi, aussi courageux que farouche, qui devint par la suite un des meilleurs hommes d'armes de la troupe du seigneur Jean de Médicis, le père du duc Cosme. Il avait environ 14 ans et moi 16. C'était un dimanche vers 22 heures entre la porte Saint-Gallo et la porte Pinti. Il défia un garçon d'une vingtaine d'années et ils se mesurèrent l'épée à la main. Il s'acharnait avec tant de vigueur qu'après l'avoir grièvement blessé, il continuait le combat. Il avait de nombreux assistants, dont beaucoup de parents du blessé. Voyant que cela tournait mal, ils saisirent des frondes et une pierre atteignit mon pauvre petit frère à la tête. Il tomba à terre sans connaissance, comme mort. Je me trouvais là par hasard, sans amis et sans armes. Je criai le plus fort que je pouvais à mon frère de filer et que cela suffisait comme cela. C'est alors que je le vis tomber. Je me précipitai, pris son épée et me tenant devant lui, face à toutes ses épées et ses pierres, je ne le quittai pas jusqu'à l'arrivée de braves soldats qui vinrent de la porte Saint-Gallo me tirer de cette foule en fureur en admirant une pareille jeunesse habitée de tant de bravoure. Je portai mon frère inanimé jusqu'à la maison, où il eut bien du mal à revenir à lui. Quand il fut guéri, le conseil des 8 qui avait déjà banni nos adversaires pour des années nous exila également pour 6 mois à plus de 10 000 de Florence. Je dis à mon frère de venir avec moi, et il nous fallut quitter notre pauvre père qui, faute d'un peu d'argent qu'il n'avait pas, nous donna sa bénédiction. J'allai à Sienne trouver un homme serviable, maître Francesco Castoro, chez qui je m'étais déjà rendu lors de ma fuite de la maison. J'avais passé chez lui quelques jours jusqu'à ce que mon père me fît revenir en y travaillant comme orfèvre. Dès qu'il me vit arriver, il me reconnut et me donna du travail. Il mit à ma disposition une maison pour la durée de mon séjour à Sienne. Je m'y installai avec mon frère et me consacrai au travail durant des mois. Mon frère avait commencé des études de lettres latines, mais il était si jeune et n'avait pas encore le goût du travail. Il ne pensait qu'à s'amuser. Le cardinal de Médicis, le futur pape Clément, nous fit revenir à Florence à la prière de mon père. Un élève de celui-ci, par méchanceté, proposa au cardinal de m'envoyer à Bologne me perfectionner en musique auprès d'un maître du nom d'Antonio, un remarquable musicien. Le cardinal promit à mon père de me donner des lettres de recommandation chaleureuses si j'y allais. Mon père en mourait d'envie et il m'y expédia. Désireux de courir le monde, je partis volontiers. À mon arrivée, je me mis à travailler avec un certain maître Ercole del Pifero, non sans gagner de l'argent. J'allais chaque jour prendre ma leçon. En quelques semaines, mes progrès dans ce maudit métier furent sérieux, mais plus encore en orfèvrerie car les subsides du cardinal n'étant pas venus, j'entrai chez un enlumineur bolonais, Scipione Cavalletti, qui habitait rue Notre-Dame du Baracan. J'y pratiquai le dessin et ramassai beaucoup d'argent en travaillant pour un juif, Gradiado. Au bout de 6 mois, je retournai à Florence, ce qu'un ancien élève de mon père, le fifre Pierino, prit fort mal. Moi, pour faire plaisir à mon père, j'allais chez ce Pierino jouer du cornet et de la flûte avec un de ses frères un peu plus jeune, un très gentil garçon qui était tout le contraire de son aîné. Un jour, mon père vint chez eux nous écouter. Il prit un immense plaisir à entendre mon jeu. « Je ferai de toi un merveilleux musicien, me dit-il, malgré ceux qui ont voulu m'en empêcher. » Pierino lui répondit fort justement, « Votre Benvenuto tira bien plus d'argent et d'honneur de l'orfèvrerie que de cette fifromanie. » Mon père, indigné de cette déclaration, voyant que j'étais de cet avis, se mit dans une violente colère. « Je savais bien, dit-il, que c'était toi qui t'opposais à mon plus cher désir. C'est toi qui m'as fait chasser du palais en me payant de mes grands bienfaits par l'habituelle récompense d'une noire ingratitude. Je t'ai fait donner ton poste et tu m'as fait perdre le mien. Je t'ai enseigné tout ce que je sais en musique et tu empêches mon fils d'obéir à mes volontés. Mais rappelle-toi cette prédiction. D'ici, je ne dis pas des années ni des mois, mais quelques petites semaines, tu tomberas très bas en punition de ta honteuse ingratitude. » « Maître Giovanni, riposta Pierino, la plupart des hommes en vieillissant multiplient comme vous les crises de folie avec les années. Je ne m'étonne plus que vous ayez dilapidé vos biens à tout vent sans penser aux besoins de vos enfants.
Je pense faire exactement le contraire et laisser aux miens une fortune qui leur permettra de venir en aide aux vôtres. Un mauvais arbre ne produit pas de bons fruits, répartit mon père. C'est tout le contraire, et je te le dis, tu es un méchant homme. Tes fils seront, eux, fous et pauvres, et viendront demander l'aumône aux miens, qui seront sages et riches. Et mon père s'en alla. Ils grommelaient tous deux des paroles sans suite. Je pris le parti de mon père et sortis avec lui disant que je voulais le venger des injures de ce débauché, à la condition que vous me laissiez me consacrer au dessin. Mon cher fils, moi aussi j'ai été un bon dessinateur, mais il faut adoucir mon état de fatigue. Pour l'amour de ton père, à qui tu dois ta naissance, ton éducation, tes qualités flatteuses, promets-moi, n'est-ce pas, en retour de prendre quelquefois ta flûte ou ton cornet, si merveilleux à entendre, et d'en jouer avec plaisir. L'affection me fit accepter. Mon père me dit alors que mes talents seraient la meilleure vengeance des offenses ennemies. Moins d'un mois après cette discussion, Pierino, qui faisait voûter une cave dans une de ses maisons, via Dello Studio, se trouvait avec des amis au rez-de-chaussée sous lequel il y avait des travaux. Au cours de la conversation, il vint à parler de mon père, son ancien maître, et rapporta la prédiction de sa chute. À peine avait-il fini que le sol de la pièce s'effondra. La voûte était-elle mal bâtie, ou n'était-ce pas plutôt la volonté de Dieu qui n'attend pas le samedi pour payer son dû à chacun? Toujours est-il que la chute des pierres de la voûte et les briques lui brisèrent les deux jambes. Ceux qui étaient là, restés au bord du trou béant, n'eurent pas le moindre mal. Ils demeurèrent stupéfaits, abasourdis par les propos qu'il venait de tenir en se moquant. À cette nouvelle, mon père qui s'y attendait alla le trouver. Nicolaio de Volterra, son père, trompette de la seigneurie, était là. « Pierino, mon cher élève, dit mon père, je regrette beaucoup ton accident, mais si tu te rappelles bien, je t'en ai averti il y a peu de temps, et il arrivera aussi ce que je t'ai prédit pour tes enfants et les miens. » L'ingrat Pierino ne tarda pas à mourir de ses blessures. Il laissa une femme effrontée et un fils qui, quelques années après, vint me demander la charité à Rome. Je lui donnai une aumône comme il m'est naturel, car je suis ainsi fait, mais les larmes aux yeux, je me rappelai la situation heureuse de Pierino quand mon père lui annonça que ses fils viendraient mendier auprès de ses propres enfants. Il faut que cela se sache et que personne ne se moque jamais des prédictions d'un homme de bien injustement offensé, car ce n'est pas lui qui parle, mais Dieu même. Je pratiquai donc l'orfèvrerie en aidant mon père. Mon cadet, Cecchino, avait commencé des études de latin, je l'ai déjà dit. Moi, le fils aîné, je devais devenir un grand musicien, le second un brillant juriste. Mais on ne peut aller contre les dons de la nature. Elle voulait que je me mette à dessiner, et mon frère, beau garçon de fière allure, était attiré par le métier des armes. Malgré sa grande jeunesse, il suivit un premier entraînement dans la troupe du seigneur Jean de Médicis. Il vint à la maison un jour où j'étais absent. Sa garde-robe était mal montée et mes sœurs lui donnèrent, en cachette de mon père, une cape et une veste longue, toute neuve et toute belle, qui m'appartenaient. Tout en aidant mon père et mes sœurs, qui étaient des filles gentilles et honnêtes, j'avais réussi à épargner de quoi acheter ces riches vêtements. Berné, dépouillé de mes habits, ne retrouvant pas mon frère à qui je voulais les reprendre, je reprochai à mon père de m'avoir laissé causer ce préjudice quand je me donnais tant de mal pour lui subvenir. Il me répondit que j'étais son fils chéri et que j'avais déjà regagné ce que je pensais avoir perdu, car celui qui possède quelque chose doit impérativement donner à celui qui n'a rien. C'est un commandement de Dieu. Pour son amour, je devais supporter cette injure, et Dieu me comblerait de tous les biens. Jeune et sans expérience, je répondis insolemment à mon pauvre père tout affligé. Je pris les quelques vêtements et le peu d'argent qui me restait, et je partis vers une porte de la ville. Ne sachant celle qui conduisait à Rome, je me retrouvai à Lucques, et de Lucques à Pise. J'avais environ 16 ans. Arrivé à Pise, je m'arrêtai près du pont où se trouve la pierre dite du Poisson, devant un atelier d'orfèvrerie. Je regardai attentivement ce que faisait le maître. Celui-ci me demanda qui j'étais et quel était mon métier. Je lui répondis un peu le même que lui. Cet excellent homme me fit entrer dans son atelier et m'installa aussitôt au travail en me disant « Ta bonne mine me fait croire que tu es bon et brave garçon. » Il me mit devant de l'or, de l'argent et des pierres précieuses et, la journée finie, m'emmena chez lui.
C'était une demeure de bonne tenue, où il y avait une jolie épouse et ses enfants. Je pensais au chagrin que j'avais dû causer à mon père, et je lui écrivis que j'étais chez un homme estimable, maître Ulivieri della Chiostra. Je réalisais avec lui de beaux ouvrages importants. Il ne devait pas s'inquiéter car je me consacrais à mon apprentissage et espérais devenir capable de pouvoir très vite l'aider matériellement et lui faire honneur. Mon père me répondit aussitôt. « Mon fils, je t'aime tant que, n'étant ces lois de l'honneur que j'observe avant tout, je serais tout de suite venu te chercher. Il me semble ne plus rien voir depuis que je te vois plus chaque jour comme j'en avais l'habitude. Je m'appliquerai à conduire jusqu'au bout ma famille sur la route de la vertu et de l'honneur. Et force-toi de ton côté d'acquérir du talent. Je veux seulement que tu te rappelles toujours ces 4 simples mots et les respectes. Dans la maison où tu veux demeurer, vis honnêtement sans rien dérober. » Cette lettre tomba entre les mains de mon maître Olivieri et il la lut à mon insu. Il me la voit plus tard et me dit « Je savais déjà, mon cher Benvenuto, que ta bonne apparence ne m'avait pas trompé. J'en ai eu la confirmation par une lettre que j'ai lue, elle était de ton père qui ne peut être que bon et honnête. Agis donc comme si tu étais chez toi et avec ton père. » Étant à Pise, j'allais voir le Camposanto. J'y trouvais beaucoup de beaux vestiges antiques, dont des sarcophages de marbre. Dans d'autres endroits de Pise, je vis bien d'autres antiques à l'étude desquels je consacrais avec ardeur toutes les journées que le travail de l'atelier me laissait libre. Mon maître venait très affectueusement me voir dans la petite chambre qu'il m'avait donnée. Quand il constata que j'employais tout mon temps de façon si studieuse, il me voua un amour paternel. L'année s'écoula pour moi avec grand profit. Je réalisai d'importants ouvrages d'or et d'argent dont la beauté m'encourageait fortement à poursuivre. Mon père m'écrivait des lettres pitoyables. Il me demandait de revenir chez lui et me rappelait chaque fois de ne pas oublier la musique qu'il m'avait apprise avec tant de mal. Ces propos faisaient s'envoler le désir de revenir un jour, tant je haïssais cette maudite flûte. Durant toute cette année, à Pise, je n'en jouai jamais et cela me parut un véritable paradis. À la fin de cette année, mon maître eut l'occasion d'aller à Florence pour y vendre des rognures d'or et d'argent. L'air malsain de Pise m'avait donné un peu de fièvre. Je retournai à Florence avec ma fièvre et mon maître. Celui-ci accueilli par mon père avec de grandes démonstrations d'amitié. Il le pria très cordialement, à mon insu, de lui faire le plaisir de ne pas me ramener à Pise. Durant mes 2 mois de maladie, mon père, avec beaucoup de tendresse, me fit donner des soins qui me guérirent. Il me répétait sans cesse qu'il lui semblait attendre ma guérison depuis 1000 ans, tant il était impatient de m'entendre jouer un peu. Tout en parlant musique, il prenait mon pouls, car il s'y connaissait en médecine et en latin, mais dès qu'il abordait ce sujet, il constatait une telle altération du battement que cela lui faisait peur et il me quittait en larmes. M'étant aperçu de son chagrin, je demandai une flûte à une de mes sœurs. Malgré ma fièvre persistante, ce n'était pas très fatigant d'en jouer, et je ne m'en trouvais pas mal. J'avais un si beau doigté, une langue si habile que mon père, étant survenu à l'improviste, me couvrit de 1000 bénédictions et me dit qu'à son avis, j'avais fait de grands progrès pendant mon absence. Il me demanda de persévérer pour ne pas gâcher un si beau talent.